Bonjour à vous, chers auditeurs, et bienvenue à cette nouvelle saison de questions d'actualité tous les jours en semaine à 12h15 à Radio VM. Ici Philippe Labrec à la barre. Aujourd'hui, nous recevons l'essayiste et journaliste au quotidien français Le Figaro, Anne de Guigné, à propos de son dernier livre, Pour tout l'or du monde. Mais tout d'abord, parlons politique publique avec notre analyste Gabriel Giguère. D'après l'Institut économique de Montréal, Poste Canada est devenu un gouffre financier. 3,6 milliards de dollars de déficit accumulés en seulement 7 ans et rien ne laisse croire que cette dérive sera un jour corrigée. Que devons-nous faire de Poste Canada et aussi, doit-on demander ou espérer que le gouvernement fédéral s'immisce et intervienne directement par l'entremise d'une nouvelle agence dans le secteur de la construction résidentielle au pays pour résoudre la pénurie de logements? Pour en parler, nous recevons donc Gabriel Giguère, analyste senior à l'Institut économique de Montréal. Monsieur Giguère, bonjour. Bonjour. Commençons avec Poste Canada. Premièrement, comment explique-t-on un déficit si énorme? On sait que c'est un déficit énorme, hein. On a parlé de 3,6 milliards de dollars en quelques années seulement et on a franchi un record là, lors du dépôt du rapport annuel de 2024. On est à plus de 840 millions de dollars de déficit. Donc, on comprend que c'est très alarmant et c'est une dynamique qui va de mal en pis. Alors, on ne sent pas qu'il y a de l'amélioration du côté de Poste Canada et ça s'explique de quelques façons. Mais il faut tout d'abord savoir que cette dynamique-là, la réalité dans laquelle Poste Canada se trouve, ce n'est pas une réalité qui arrive par magie ou plutôt qui arrive de façon surprenante parce que déjà en 2016, un rapport qui avait été produit par Ernst Young avait été déposé au Sénat et qui disait déjà que la dynamique actuelle de Post Canada dans 10 ans, or en 2025-2026, à l'heure où on se parle, devrait être déficitaire d'environ 700 millions de dollars pour quelques raisons, mais la grande raison, la raison qui est centrale, c'est le manque de flexibilité en matière de main-d'œuvre. On le sait, en fin de semaine, ou plutôt, il y a certaines conventions collectives ou la convention collective des employés de Post Canada vient réduire la possibilité à l'employeur d'utiliser la main-d'œuvre comme bon lui semble, que ce soit au niveau des postes, que ce soit également au niveau de l'horaire de travail, ce qui vient faire en sorte que Post Canada est moins concurrentiel que plusieurs autres joueurs. Je le rappelle rapidement, Post Canada œuvre en matière du secteur de courrier. À la base, le courrier, c'est un secteur qui est en déclin. En 2006, on est environ à 5 millions 5 milliards plutôt de lettres, pardonnez-moi, envoyées. Maintenant, on est plutôt aux alentours de 2 milliards. Donc, on voit que ça a beaucoup, beaucoup diminué. Et à travers cela, on a également un autre secteur qui est en augmentation, en pleine expansion, qui est celui des colis. Post Canada fait partie des joueurs qui offrent le service de livraison de colis. Mais ce qu'on a remarqué, c'est qu'en 2019, Post Canada avait la part du lion en matière de colis, environ 60%. Maintenant, ce n'est plus que 24% des parts de marché. Donc, ça s'érode parce que Post Canada n'est pas capable de s'adapter et Post Canada enregistre déficit par-dessus déficit. Puis ça, ben, collectivement, un jour, ça va nous coûter cher parce que déjà, on a le gouvernement fédéral qui a envoyé 1 milliard de dollars de prêts à Post Canada. Mais comment Post Canada va faire pour rembourser avec autant de déficit? Telle est la question. Mais c'est un prêt octroyé par le gouvernement à une agence gouvernementale, essentiellement. Donc, c'est un prêt interne, si on peut dire. Exactement. Mais là, c'est parce que ce qu'on dit, c'est oui, oui, inquiétez-vous pas, là, Canadiens et Canadiennes, parce que Post Canada va nous le rembourser. Mais il faut leur demander par la suite comment Comment, vont-ils oui. rembourser. C'est très peu probable. Et en réalité, qu'est-ce que cela va occasionner? Ben, ça va être des coûts pour le gouvernement fédéral. Et donc, si on suit la logique, ce sont des coûts pour les Canadiens et les Canadiennes qui devront justement essuyer la facture si ça ne va pas bien. Et on le voit de toute façon, à l'heure où on se parle, il y a encore des négociations. On a un syndicat qui veut pousser pour des hausses salariales en déconnexion complète avec la réalité du marché, avec la réalité de la dynamique financière de Post Canada. Je veux dire, il n'existe pas un monde dans lequel une entreprise serait aussi déficitaire, aussi longtemps que Post Canada y octroierait des augmentations de salaire comme ça. Donc, il faut juste rester réaliste. La réalité et la dynamique actuelle de Post Canada, c'est tout droit dans le mur et il va falloir de grands changements, sans quoi Post Canada ne pourra pas s'en sortir. Dans le papier publié en juillet 2025 à l'IEDM, intitulé Privatiser Poste Canada, on le son tiré de l'Allemagne, donc justement signé par vous-même et Vincent Gelozo. Bon, vous parlez de l'Allemagne et de Deutsche Post qui a été
privatisé et le marché là, du courrier a été libéralisé. Pouvez-vous nous dire comment ça s'est passé? Bien, pas bien? Comment est-ce qu'ils ont fait la chose exactement? Oui, en fait, en Allemagne, et c'est exactement ce qu'on propose là, devant cette situation difficile de Post Canada. Ce qu'on dit, c'est ben, d'abord, privatisons Post Canada. Quand on regarde en Allemagne ce qui s'est passé, ça a été un long processus en Allemagne. Hein. On a pu privatiser la Deutsche Post et ce qu'on a observé, c'est que lorsque l'on regarde le prix du timbre en 1989 par rapport à aujourd'hui, ça a un petit peu augmenté, mais encore que pas vrai. En fait, non, ça a diminué, pardonnez-moi, de quelques points de pourcentage, tandis que quand on regarde Post Canada, ça a quand même très clairement augmenté en ajustant l'inflation. Mhm. Et donc, ce que ça vient dire, c'est qu'en privatisant, on peut très fort potentiellement réduire les prix, mais on peut également conserver la qualité du service postal. On le voit en Allemagne, hein, où quand on fait des comparaisons entre les différents pays d'Europe, ce qu'on constate, c'est que l'Allemagne se situe bien devant la majorité des autres pays d'Europe. Il y a une libéralisation, hein, c'est-à-dire que non seulement la société d'État Deutsche Post a été privatisée, mais également il y a eu une permission, sinon un encouragement de dire, ben, il y a d'autres joueurs qui peuvent rejoindre les marchés. Et ce qu'on a constaté, c'est une augmentation très importante du nombre d'entreprises hein, dans le secteur des postes, du secteur du courrier. Et donc, c'est venu créer une dynamique entrepreneuriale, c'est venu tirer à la baisse les prix. Et ce sont les Allemands qui en ont profité. Dans cette même dynamique-là, ce qu'on dit, c'est que devant les défis actuels que vivent Post Canada, devant l'incapacité de sortir de ces déficits chroniques, ce qu'on préconise du côté de Post Canada, ben, c'est de dire, écoutez, il faut privatiser Post Canada d'une part, et ça, évidemment, il va y avoir des revenus qui seront engrangés par le premier ministre et plutôt par pour le gouvernement du Canada, mais c'est aussi de mettre de côté le poids financier que pèse maintenant sur les Canadiens à travers des prêts qu'on espère un jour peut-être voir rembourser, mais qui ne devraient potentiellement pas arriver. Donc, ça, c'est une chose qu'on doit faire. Il faut Mais également juste avant, par libéraliser. contre, si on privatise Poste Canada, ça veut aussi dire d'une certaine façon qu'on va désyndicaliser Poste Canada parce que je vois pas quel entrepreneur privé va vouloir reprendre, même si on vend des parts aux employés actuels, admettons, puis il y aura des investisseurs externes qui viendraient s'ajouter à ça. Qui va vouloir maintenir la structure syndicale en ce moment qui, à mon avis, participe grandement au fait que Post Canada est largement déficitaire. Donc, privatiser Post Canada, c'est un peu dire désyndicaliser Post Canada, ça veut dire réduire au final les salaires de façon significative, là, potentiellement. On a vu l'exemple d'Amazon qui a préféré quitter le Québec que se syndicaliser, ce qui me semble être grosso modo la tendance dans ce secteur. C'est pas un peu ce qui va arriver à Post Canada si on privatise? C'est un propos qui est important parce qu'effectivement, il va y avoir un défi, tout dépendamment comment s'orchestre cette privatisation. C'est vrai, Mhm. hein, tout est dans le comment, pas juste dans le pourquoi. Et le comment qu'on propose ici, c'est quand même de dire, donnons une partie importante des actions, sinon vendons-les de façon presque symbolique hein, aux employés. Parce qu'effectivement, si vous dites on va privatiser Poste Canada, vous pouvez être sûr que les syndicats vont faire des activités syndicales, c'est-à-dire se Mhm. déchirer la chemise rapidement sur ça, mais en réalité, c'est avantageux pour les Canadiens. Ici, les employés sentent que, ben, écoutez, nous, on a tout intérêt parce qu'on possède des parts de l'entreprise, à ce que cette entreprise-là, qui est Post Canada, qui devient privatisée, ben, va pouvoir justement rationaliser ses coûts, réduire ses coûts, s'assurer que toute la main-d'œuvre qui est là est une main-d'œuvre nécessaire. Je pense que c'est important. On l'a vu en Allemagne, il y a eu une diminution du nombre d'employés parce que justement, il fallait réduire les coûts de main-d'œuvre. Post Canada va vivre la même chose. Mhm. Il est fort possible qu'il y ait une diminution du nombre d'employés de Post Canada, mais ça va faire en sorte qu'on ne sera plus des centaines de millions de dollars dans le trou comme on l'est aujourd'hui. Mais ça va surtout faire en sorte que les employés qui ont des actions vont dire, bien, effectivement, si on veut être une entreprise prospère, si on veut s'enrichir parce que on fait partie maintenant, on détient Post Canada, évidemment en partie, là, pas au complet, mais ça va faire en sorte qu'il va y avoir une dynamique beaucoup plus intéressante pour ces employés-là d'aller de l'avant avec la privatisation, puis surtout d'aller de l'avant avec une réduction des coûts d'opération, qui est le grand problème à l'heure où on se parle de Post Canada. En parallèle à ça, on permet également de libéraliser le secteur. Donc, très concrètement, d'une part, on privatise, mais en même temps, on permet aussi à des nouveaux joueurs de rejoindre le marché. Potentiellement qu'on va avoir peut-être des DHL, par exemple, qui vont vouloir rentrer dans la business de pouvoir justement envoyer certains types de courriers qui aujourd'hui n'ont pas le droit étant donné le monopole d'État. Donc, il va y avoir une nouvelle dynamique Tout ça va ensemble. qui va
Exactement. Moi, je pense que ça va ensemble. On ne peut pas faire l'un sans l'autre. Ça va ensemble. Le cas allemand nous a démontré que ça peut être un succès. Je ne vois pas pourquoi le Canada et les Canadiens continueraient à essuyer les déficits financiers par centaines de millions de dollars, sachant très bien, hein, rappelons-le, qu'à l'heure où on se parle, il n'y a rien qui indique que l'année prochaine, cette année, en fait, en 2025, en 2026, le bateau changera de cap. On a l'impression qu'on est dans le Titanic et on voit le iceberg. On est presque assuré de l'inverse, en fait, que le déficit va continuer et Exactement. peut-être même s'accentuer. Passons à Maison Canada. Il nous reste à peu près 9 minutes et demie, parce que ça me semble particulièrement intéressant aussi. Proposition du PLC et de Mark Carney pendant la dernière campagne. Je résume ici très brièvement. Maison Canada serait une nouvelle entité publique qui agirait comme promoteur national afin de bâtir des bâtiments, des logements abordables, je devrais dire, plutôt appuyés par des investissements qui viendraient du public, là, du fédéral, et une utilisation aussi des terrains fédéraux et des ressources là, du gouvernement fédéral. Le Canada n'est pas le premier pays à tenter la chose. Vous en parlez dans un de vos papiers, d'ailleurs, qui a aussi été publié à l'Institut économique de Montréal. Vous prenez le cas de la Nouvelle-Zélande, qui aurait fait quelque chose de similaire. Quels ont été les résultats? Ben, on voit que les résultats sont très décevants. Quand l'État veut, j'ai envie de dire, s'improviser comme promoteur, ça fonctionne très rarement bien. Le cas de la Nouvelle-Zélande est un cas assez intéressant parce qu'on a vu à travers le programme Kiwi Build, hein, l'objectif du gouvernement de venir remplacer, à tout le moins, de prendre une part du secteur privé, du secteur privé en disant, écoutez, nous autres, là, on le voit qu'il y a un problème de logement. Hein. Je pense que les Québécois, les Canadiens le savent très bien à l'heure où on se parle que c'est difficile de se loger, ça coûte très cher, il n'y a pas assez de mise en chantier. Bref, il y a un manque de logement. Et ce qu'on a vu en Nouvelle-Zélande, c'est que lorsque le gouvernement a essayé d'aller de l'avant avec un type de programme comme Bâtir Maison Canada, hein, ou aujourd'hui Maison Canada, ce qu'on a vu, c'est que l'objectif, c'était Ça a 100 été 000 logements en rebaptisé, 10 c'est ans. vrai. Exact, ça a Mm. été rebaptisé. Ben, il y a eu 100 000 logements d'objectifs. Et quand on essaie de lire dans les papiers officiels là, qui ont mis de l'avant pour la création du programme, ce qu'on constate, c'est que le 100 000 logements semble, à tout le moins, être pris un petit peu de façon symbolique. Hein. On n'est pas allé sur une réelle capacité du gouvernement à construire 100 000 logements. Ça a été presque un discours politique. Et ce qu'on a constaté, c'est que très rapidement, on était largement en deçà des cibles. Hein. On regarde là, lorsque le programme devait construire 64 000 logements, on n'était même pas encore à 2 500. Donc, on comprend qu'il a manqué énormément de logements. Ça n'a pas fonctionné, ça a été abandonné. Par contre, il y a eu plus d'1 milliard, voire presque 2 milliards de dollars qui ont été dilapidés dans ce projet-là. Et puis même que, un peu à la blague, mais ça reste intéressant, dans les journaux nationaux, en fait, en Nouvelle-Zélande, on constatait que pour arriver après 2 ans ou 3 ans de mise en œuvre, à l'objectif de 100 000, ça prendrait, selon le rythme actuel, 436 ans. Donc, on Mhm. comprend très bien que c'est tout simplement Mais, impossible et ça vient également mettre de l'avant un élément qui est central, c'est-à-dire que l'État n'a pas la compétence, n'a pas la capacité d'être un promoteur immobilier. Bien souvent, ça se transforme et ça finit en gouffre financier. Je pense qu'à l'heure où on se parle, à l'heure où on le mais, sait que le mais prochain juste avant, budget dans concrètement, qu'est-ce qui a échoué, en fait? Je comprends que l'État en Nouvelle-Zélande a tenté de jouer le rôle de promoteur immobilier, en offrant quoi, des terres et des subventions, du moins des avantages fiscaux, mais comment ça se fait que ça n'a pas fonctionné, en gros? ben, il y a plusieurs éléments. D'abord, la première chose, c'est que la cible, elle semblait davantage politique que connectée à la réalité. Donc, est-ce Hmm. que de dire 10 000 sur 10 ans aurait été plus réaliste? Certes, beaucoup moins ambitieux et n'aurait absolument pas réglé la problématique du logement. La deuxième chose, c'est l'illusion du préfabriqué. Et on l'a entendu également avec le gouvernement de Mark Carney, ou plutôt le premier ministre, nous indiquer que ça allait être franchement là l'alpha et l'oméga, ça allait permettre de tout régler les problèmes. En réalité, ce qu'on a constaté, c'est que ça n'a pas du tout fonctionné, notamment parce qu'une nouvelle maison en préfabriqué, certes, c'est peut-être un peu moins cher, mais quand on compare au dernier quartile des maisons, ben, ce qu'on constate, c'est que c'est quand même plus cher. Donc, c'est pas si abordable que ça. Maintenant, il y a également le fait qu'il y a c'est des projets qui sont un peu moins intéressants pour les banques, notamment au niveau des garanties pour les hypothèques, parce qu'il peut y avoir certains risques de défaut euh, si la maison préfabriquée n'est pas déjà sur le terrain. Est-ce qu'il peut simplement embarquer la maison sur un camion et quitter? La banque n'a pas de Hmm. garantie. Bref, il y avait plusieurs éléments qui ont fait en sorte que ça a été un échec. Et le gouvernement du Canada devance là.
Il le sait que ça a déjà arrivé à d'autres places. J'ai pas parlé du Royaume-Uni également, qui est allé de l'avant avec certains programmes qui ont également échoué. Ben, le gouvernement du Canada le comprend. À tout le moins, il pourrait le comprendre avec l'information qui est actuellement disponible. Comment se fait-il qu'à l'heure où on se parle, l'un des grands projets du gouvernement pour régler la crise du logement, c'est d'aller de l'avant en essayant de se substituer au privé en étant promoteur? Je pense que c'est assez clair qu'on s'enligne vers un échec et vers plus de dépenses dans un contexte, rappelons-le, où on pourrait signer un déficit très, très, très élevé dans le prochain budget. Les Canadiens et les Canadiennes n'ont pas besoin de ça. Ça me semble assez évident. Ben, en fait, ça mène à ma prochaine question. Si on sait que ça va être un échec, dans le sens que c'est pas la première fois là, qu'on entend parler d'un programme gouvernemental, public, qui devrait apparemment sauver le Canada ou sauver le Québec même, et que finalement, bon, on commence à regarder un peu dans l'histoire ou dans l'histoire récente, puis on se rend compte que différents pays ont appliqué le même programme ou la même idée et ont échoué. Et donc, si on sait que ça va échouer, ou du moins que les chances sont très fortes que la chose échoue, pourquoi est-ce qu'on nous le propose encore? C'est soit de la mauvaise foi ou soit de l'ignorance, une naïveté quasiment dangereuse, mais comment expliquer qu'on nous met ça de l'avant quand l'échec est annoncé d'avance? Monsieur Labrec, je pense que ce que vous mettez de l'avant est central et je pense que ça vient également démontrer le manque d'humilité de plusieurs politiciens. Parce qu'en fait, ce qu'on se dit, c'est probablement à l'État, ben écoutez, on est au règne de l'État. Oui, ça a été problématique pour plusieurs pays, plusieurs gouvernements. Mais ce qu'on constate, c'est que c'est les gouvernements qui ont mal fait le programme. C'est pas simplement que l'État est dans une incapacité de se transposer au marché privé. Et ça, c'est un manque d'humilité. Je pense que de simplement reconnaître que l'État n'est pas bien placé pour ça, qu'il faudrait davantage miser sur des municipalités qui réduisent le fardeau administratif, le zonage restrictif. Il y a plusieurs choses. Hein. Réduire également les taxes au développement. Il y a plusieurs choses à faire, mais de vouloir se substituer au marché privé et d'être un promoteur me semble absolument mal avenu. Et ça va être probablement un échec. Je pense que c'est assez clair d'avance. Mais justement, vous parlez du rôle de l'État au point de vue municipal. On voit que ça bloque là aussi. Est-ce que le rôle du fédéral, peut-être même du provincial, juridiquement, je ne suis pas certain exactement comment la chose pourrait se dérouler, mais qui en viendrait à forcer les municipalités. Les municipalités sont une création du provincial, rappelons-le, mais il n'y aurait pas un rôle à jouer de ce côté-là au lieu de vouloir investir des milliards qui pourraient finalement servir à très peu de choses, mais peut-être que il serait temps de forcer certaines municipalités ou du moins, comme vous l'avez dit, là, déréglementer certaines choses pour faciliter la construction? Je vous dirais que c'est pas le rôle du fédéral. Vous l'avez dit, c'est les créatures des provinces. Ouais. Très certainement, je pense que les municipalités doivent agir. On l'a vu par contre, ça fait plusieurs années qu'on est dans une problématique du logement et peu a été fait. Ça ne bouge pas. Le provincial pourrait intervenir. Je pense que rapidement, on peut dire qu'on mettrait de côté tout simplement la Commission de la protection des terres agricoles pour dire, écoutez, là, il y a plusieurs terres agricoles qui ne sont pas utilisées, peu utilisées. On donne la possibilité aux agriculteurs de faire ce qu'ils veulent avec leurs terres. Ça peut être évidemment de faire pousser des légumes, ça peut être l'élevage bovin, mais ça peut également être de faire pousser des maisons, de faire pousser des condos. Il y a plusieurs familles qui seraient contents de tout ça. Ça augmenterait l'offre et ça viendrait réduire, sinon ralentir la pression haussière des prix. Donc, ça, c'est une première chose qui me semble absolument incontournable. Et il y a également un chantier beaucoup plus vaste que le gouvernement du Québec peut faire, et c'est plus largement sur la question du zonage. On le voit, le zonage aujourd'hui, dans plusieurs municipalités. J'habite Repentigny, c'est également le cas ici. On constate que plusieurs zones sont du zonage unifamilial détaché. Donc, la petite maison seulement pour sur un lot. Si on pouvait faire une densification, ce qu'on appelle parfois douce, là, je ne suis pas fan du terme, mais bon, utilisons-le par principe, qui dire, bien maintenant, c'est jusqu'à 3-4 portes par terrain, bien, on pourrait déjà voir que les prochains développements seraient beaucoup plus denses et ça permettrait une construction plus importante, une augmentation de l'offre. Et au final, bien, ça sera les prochaines. C'est les petites familles d'aujourd'hui qui ne peuvent pas avoir accès à une maison qui pourrait y avoir accès. Sur ce, Gabriel Giguère, analyste senior à l'Institut économique de Montréal, un grand merci. C'est un plaisir. Après la pause, nous discutons avec l'essayiste et journaliste au Figaro, Anne Deguigné, à propos de son dernier livre, Pour tout l'or du monde, restez des nôtres.